Je vis 203 jours par an sur des bateaux de croisière comme l'Icon of the Seas, le plus grand navire de croisière au monde. Je connais chaque centimètre de ces bateaux par cœur. Chaque pont, chaque coursive, y compris les zones interdites aux passagers. Mais en vrai, je n'ai aucune idée de comment il a été construit. Apparemment, c'est tellement dingue qu'il a failli ne jamais voir le jour. Alors pour comprendre tout ça, j'ai voulu directement me rendre sur place au chantier d'Atlantique. Parce que peu de personnes le savent, mais beaucoup de ces géants des mers sont construits en France. Spoiler alerte, je me suis fait recaler, ils m'ont répondu que je les intéressais pas. Mais je me suis pas laissé abattre et j'ai mené l'enquête de mon côté. Et c'est vous, mes abonnés qui travaillent sur les chantiers, qui m'avez aidé en me racontant votre quotidien à comprendre comment sont construits les bateaux sur lesquels je vis. J'ai pu apprendre des anecdotes insolites que vous n'aurez dans aucune autre vidéo. Alors ce que vous allez découvrir, c'est une véritable aventure à passer des semaines de travail pour répondre à une question: comment on construit le plus grand paquebot du monde? Et pourquoi il a failli couler avant même de flotter? J'avoue, ça fait 2 questions. 14 juin 2021, Meyerturku, Finlande. Le chantier doit officiellement démarrer. Mais par où on commence exactement pour construire un mastodonte de 364 mètres de longueur et de 250 000 tonnes d'acier? Eh bien par une petite fête. Un laser coupe la première plaque d'acier. C'est la cérémonie officielle du steel cutting. Les dirigeants de Royal Caribbean qui ont commandé l'Icon of the Seas sont là. Les ingénieurs applaudissent, les caméras filment pour garder des souvenirs de ce moment historique. À ce moment précis, le compte à rebours démarre. Les équipes ont 873 jours pour construire le plus grand paquebot du monde. En vrai, j'imaginais pas qu'on commençait direct par une cérémonie. Mais dans la construction navale, je crois qu'on aime bien faire la fête parce que quasiment à chaque étape, ils en profitent pour faire une célébration. Vous allez voir, on va en reparler. Alors, en même temps, une construction comme ça repose sur tellement de travail que c'est presque un miracle d'arriver à aller jusqu'au bout. Alors ça vaut bien le coup de sabrer le champagne. Pour aller au bout de cette œuvre titanesque, 2600 ouvriers vont travailler dessus simultanément. Ça représente 6 millions d'heures de travail au total. Du coup, première question, qui est capable de construire ça? Parce que vous vous en doutez, vous pouvez pas commander un paquebot géant sur Amazon. Enfin, il risque pas tout à fait d'être de la taille que ce que vous pensiez. Plus sérieusement, il existe seulement 5 chantiers navals dans le monde capables de les fabriquer. Meyerturku, en Finlande, là où l'Icon a été construit, les chantiers d'Atlantique à Saint-Nazaire, où 2 de mes abonnés, Océane et Laura, travaillent. Meyerwerft en Allemagne, Fincantieri en Italie, et depuis 2023, la Chine a rejoint ce club ultra fermé avec le chantier naval de Shanghai. Mais alors, pourquoi si peu? Eh bien parce que pour construire ces mastodontes, il faut des bassins gigantesques, des grues de 800 tonnes, des infrastructures complètement démentes. Les chantiers d'Atlantique font 108 hectares. Meyerwerft a un hall de construction de 504 mètres de long, entièrement couvert. Ce sont des usines qui font tout simplement la taille de villes. Mais en vrai, je trouve quand même que c'est assez fou qu'il y en ait aussi peu et qu'ils aient tous été en Europe jusqu'à présent. Je veux dire, la Chine, c'est un des plus gros pays au monde avec une industrie maritime de malade, et pourtant, ils sont pas encore au niveau de la Finlande ou de la France sur le sujet. C'est dingue, non? Eh, vous avez vu Saint-Nazaire? Je suis sympa avec vous quand même, franchement, ça aurait pu valoir le coup de me payer un café, hein. Bon, blague à part, je pense que ça vaut le coup de s'embêter parce que ces 5 chantiers se partagent un marché à 63 milliards de dollars de commandes jusqu'en 2036. Mais revenons à l'Icon. 14 juin 2021, on a découpé la première plaque. Maintenant, il faut attendre 10 mois avant la prochaine grande étape. Avril 2022, J-580, la pose de quille. C'est le moment solennel de la construction navale. Le premier bloc de 970 tonnes d'acier arrive sur le chantier naval. Ce bloc mesure 20 mètres sur 47 mètres. C'est la fondation. Si ce bloc est mal positionné, tout le reste sera décalé. Du coup, les ingénieurs utilisent des GPS au millimètre près. Des lasers vont vérifier l'alignement. Aucune erreur n'est permise. Et là, c'est reparti pour une petite cérémonie. On place des pièces d'or sous le bloc. Une médaille est spécialement frappée pour l'occasion. Elles resteront scellées sous le navire pour lui porter chance pendant toute la durée de sa vie. En vrai, j'adore ce mélange entre technologie de pointe et superstition. On a des lasers ultra précis d'un côté et des pièces porte-bonheur de l'autre. D'ailleurs, petite anecdote que j'ai découverte, lors de la mise à flot de l'Icon, les pièces se sont détachées et sont restées collées au fond du bassin. Des plongeurs ont dû carrément les récupérer pendant plusieurs jours. Franchement, niveau porte-bonheur, on a connu un poil mieux. Franchement, je touche du bois, j'espère que c'est pas un signe de mauvais présage. Mais à partir d'avril 2022, le chantier va prendre une tournure sans précédent dans la construction du bateau. Car maintenant que la fondation est posée, on n'a plus le temps de se concentrer sur les porte-bonheur. Pendant que le compte à rebours accélère, vient la phase la plus spectaculaire, l'assemblage du Lego géant.
Construire un navire en 2025, ça n'a plus rien à voir avec la construction du Titanic. À l'époque, on assemblait le navire plaque par plaque, rivée par rivée, du fond vers le haut. Aujourd'hui, on fabrique des sections entières dans des ateliers séparés et on les empile comme des Lego géants. Cette révolution s'appelle le block building. Elle a commencé dans les années 2000 et a complètement transformé l'industrie. C'est grâce à cette technique que l'Icon of the Seas, mais aussi tous les navires les plus récents comme le MSC World Europa sont construits. Pour l'Icon of the Seas, on compte pas moins de 201 blocs. Certains pèsent 150 tonnes, d'autres 800 tonnes. Chacun mesure jusqu'à 30 mètres de côté. Du coup, imaginez, vous avez 201 morceaux d'un puzzle titanesque et il faut les assembler au millimètre près. Si un seul bloc est décalé, tout le reste ne s'emboîtera pas. En vrai, ça va, ils exagèrent. Un puzzle de 201 pièces, même ma grand-mère fait des puzzles de 1000 pièces. Mais le plus dingue, c'est que ces blocs n'arrivent pas vides. La plupart des gens pensent qu'on monte d'abord la coque et qu'après on remplit l'intérieur du navire. En réalité, c'est pas du tout comme ça qu'ils font. C'est justement là qu'Océane, qui a tout compris parce qu'elle est abonnée à Patineuse à bord, entre en jeu. Elle travaille au chantier de l'Atlantique où elle supervise la tuyauterie sur des paquebots comme l'Utopia of the Seas. Je lui ai posé la question, comment ça se passe concrètement la construction d'un bloc? Voici ce qu'elle m'a répondu. On installe des dizaines de kilomètres de tuyauterie bloc par bloc. Tout est monté avant l'assemblage. On fait tous les tests d'étanchéité sur chaque section. Parce qu'une fois que les blocs sont soudés ensemble, si t'as une fuite au milieu, tu ne peux plus y accéder. C'est mort. En vrai, ça change pas mal de choses parce que moi j'imaginais qu'on construisait d'abord la coque et qu'après on remplissait à l'intérieur. Mais en fait, pas du tout. À l'intérieur, il y a déjà les tuyaux d'eau, les câbles électriques, les gaines de ventilation, parfois même des cabines complètes. Tout est testé, vérifié, certifié avant même d'arriver sur le chantier. Résultat, quand le bloc est positionné, il suffit de le souder à ses voisins et de connecter les systèmes entre eux. C'est aussi simple que de brancher des prises. Sauf que là, on branche pas une petite lampe de chevet. On connecte des réseaux de plusieurs kilomètres dans un bâtiment qui doit flotter sur l'eau. Alors pour arriver à un tel résultat, pendant ces 10 mois entre la pose de quilles et la fin de l'assemblage, Meyer Turku devient une véritable ruche où 2600 personnes travaillent 24 heures sur 24. Les soudeurs, les électriciens, les tuyauteurs, les peintres, les ingénieurs, tout le monde bosse en même temps sur des dizaines de blocs différents. Et pour déplacer ces mastodontes de 800 tonnes, il faut des grues portiques géantes. Celle de Meyer Turku peut soulever 800 tonnes. Celle des chantiers d'Atlantique où Océane travaille, 1400 tonnes. Ce sont tout simplement les plus grandes grues mobiles d'Europe. Mais au-delà de pouvoir soulever lourd, le plus impressionnant, c'est peut-être leur précision. Les blocs doivent être positionnés avec une tolérance de 0,5 mm. Franchement, déplacer 800 tonnes à quelques dixièmes de millimètre près, ça me déplace complètement. Les grutiers utilisent, comme je vous l'ai dit plus tôt, des GPS couplés à des lasers pour être vraiment le plus précis possible. Des ingénieurs au sol vont les guider en temps réel. Mais malgré tout, Océane m'a balancé cette anecdote assez insolite. Parfois, on est en dessous en train de bosser et on a les blocs qui passent au-dessus de nos têtes. Si le grutier est mal réveillé et qu'il se cogne, ça fait un bruit de dingue. Carrément flippant. Et pendant que les blocs s'empilent dans le bassin, une autre équipe travaille sur un élément crucial, les cabines. Parce que l'Icon, c'est 2805 cabines, dont une pour moi, alors j'espère qu'ils en prennent soin. En vérité, ces cabines ne sont pas construites sur place. Elles sont préfabriquées en usine. C'est un peu comme si vous imaginiez une chaîne de montage industriel, mais pour des chambres d'hôtel. Chaque cabine est assemblée dans une usine près du chantier. On installe le lit, la salle de bain, le mobilier, la télévision, les prises électriques, tout. C'est un module complet. Et ensuite, ces modules sont transportés par camion jusqu'au bateau et insérés par une ouverture temporaire dans la coque. Le chantier doit tenir un rythme de 25 à 30 cabines par jour. Donc en gros, ma petite cabine, elle a été posée en 30 minutes chrono sur le bateau. Tu m'étonnes qu'ils n'ont pas eu le temps de rajouter une machine à café ou une fenêtre. Pour la montée à bord, elle est d'abord arrivée sur un camion, une grue l'a soulevée, des ouvriers l'ont glissée dans un trou du pont 3, ils l'ont soudée, connectée à l'eau, à l'électricité, à la ventilation, et là, bam, terminé. Du coup, techniquement, ma cabine existait avant même que le bateau soit terminé. Après, il y a quand même certaines parties du navire qui sont bien moins faciles à installer. Pour l'Icon, il y a une partie qui a donné pas mal de fil à retordre aux ouvriers. C'est l'aquadome, cette structure géante hyper reconnaissable, faite de verre et d'acier tout à l'avant du navire. J'avais pas le budget pour la maquette Icon, donc vous l'imaginerez là. On parle d'un dôme de 25 mètres de haut, 50 mètres de large et 363 tonnes. C'est la plus grande structure vitrée jamais montée sur un paquebot. Alors, on a quand même deux problèmes. Premier problème, si les ouvriers de ce chantier ont l'habitude de construire des cabines à gogo, ce genre de création ne ressemble à rien qu'ils aient déjà pu faire avant pour la construction d'autres navires. Et deuxième problème, on peut pas la construire sur place. Elle est trop complexe, beaucoup trop fragile. Du coup, elle doit arriver en une seule pièce. C'est simple, pour
la soulever, Meyer-Turku a dû fabriquer une grue spéciale de 47 mètres. Un système de levage sur mesure conçu uniquement pour cette opération. Et le levage a duré 80 heures continues. Franchement, 80 heures. 3 jours et demi à tenir une structure de 363 tonnes suspendue dans les airs, à la positionner au millimètre près, à essayer de la descendre, surtout sans la cogner. Pendant ces 80 heures, tout le reste du chantier s'est arrêté. Les 2600 ouvriers ont mis leur projet en pause et sont allés boire une bière ou hareng fumé pour changer du champagne, parce que si l'aquadome tombait, c'était des dizaines de millions de dollars de pertes, et j'ose même pas imaginer les dégâts sur le chantier. Mais après ça, il nous reste une dernière étape avant le moment que tout le monde attend pour encore sabrer le champagne, et cette étape, c'est la peinture. Les peintres ont pour mission d'appliquer 250 tonnes de peinture sur la coque. Et là, franchement, ça n'a plus aucun sens. Je veux dire, ils peignent le bateau juste avant la mise à l'eau, alors j'espère qu'ils font pas ça à la peinture à l'eau, sinon je vous dis pas le massacre. Heureusement, tout s'est bien passé, et en décembre 2022, après des mois d'assemblage intensif, arrive enfin le moment que tout le monde attend, la mise à flot. Le bassin de Radoub dans lequel est construit l'Icon est encore à sec. Le navire repose sur ce qu'on appelle des tins d'appui, des blocs en bois qui soutiennent les 250 000 tonnes. Mais là, à ce moment-là, les vannes s'ouvrent. Plus de 260 millions de litres d'eau de mer, soit plus de 100 piscines olympiques, commencent à envahir le bassin. Lentement, très lentement par contre. Ça prend 20 heures pour complètement le remplir. Pendant ces 20 heures, les ingénieurs retiennent leur souffle. Parce que c'est un peu le moment de vérité quand même. Est-ce que le bateau va vraiment flotter? Tous les calculs de flottaison ont été vérifiés des centaines de fois. Mais là, c'est pour de vrai. L'eau monte progressivement, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Et puis doucement, le navire commence à se soulever. Ça y est, il flotte. Les ingénieurs vont immédiatement vérifier la stabilité, l'assiette, l'équilibre, mais tout est parfait. La tradition veut que la marraine du navire brise une bouteille de champagne sur la coque du bateau. Un coup de canon retentit dans le chantier. Pour la première fois, l'Icon of the Seas est un vrai navire. Alors, malheureusement, j'ai pas pu être la marraine de ce bateau, et d'ailleurs, pour l'instant, d'aucun autre. Pourtant, je trouve que c'est dommage, le nom du bateau m'allait bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que le trophée YouTube des 100 000, c'est bien beau, mais je m'arrêterai pas avant d'avoir été la marraine d'un bateau. Ok, l'Icon flotte. Mais notre chantier ne s'arrête pas là, parce que 5 remorqueurs viennent saisir délicatement le navire et le guider vers le bassin d'armement où vont commencer les 6 mois les plus intenses de toute la construction. Janvier 2023, le bateau flotte. Il est sorti du bassin de Radoub, il a l'air terminé. Sauf qu'en vrai, il est complètement vide à l'intérieur. C'est une coque géante avec des blocs soudés, mais bon, les restaurants n'ont pas de cuisine, les théâtres n'ont pas de siège, et surtout, le pire, la patinoire n'a pas de patinoire. Mais heureusement, c'est exactement à ce moment-là que Laura, qui a tout compris puisqu'elle est abonnée à Patineuse à bord, entre en scène. Elle est automaticienne, et ça fait 15 ans qu'elle participe à la construction de navires MSC sur les chantiers de l'Atlantique. C'est simple, elle a vu passer 10 bateaux et 3 classes différentes. Pas mal, non? Son job, programmer les systèmes de ventilation et de climatisation pour que les passagers ne crèvent pas de chaud dans leur cabine. Dès que le navire flotte, Laura entre en scène. Elle a 4 à 5 mois pour tout programmer et tout tester. C'est une période hyper intense pour elle. Vu son job, il fallait absolument que je lui demande combien il y avait de modules de clim sur un énorme navire comme l'Icon. Alors, je lui ai fait un peu mal au cœur avec ma précision technique bancale, mais elle a fait un effort de vulgarisation juste pour nous. Sur les énormes bateaux sur lesquels je travaille, comme le MSC World Europa, il y a plus de 125 centrales de traitement d'air. Il y a un type de centrale différent pour chaque espace en fonction de si c'est une cabine, un espace public ou une cuisine. Une centrale peut délivrer jusqu'à 40 000 m3 d'air par heure. Le défi pour nous, c'est que toutes ces centrales sont limitées par la taille des locaux techniques. Plus on prend de l'espace pour la technique, moins il y a de place pour les passagers. Du coup, sur les bateaux, on fait des centrales de traitement de l'air de 2 m3 maximum. Du coup, pendant que Laura programme la climatisation, Océane finit les derniers kilomètres de tuyauterie. Et une centaine de superviseurs coordonnent des dizaines de corps de métiers différents. Parce que là, on entre dans la phase la plus critique, la finition. Les électriciens vont tirer les 14,5 km de câbles. Les menuisiers posent les parquets. Les décorateurs installent les 21 000 plantes tropicales de Central Park. Vous vous rendez compte? 21 000 plantes vivantes sur un bateau. Ça me dépasse complètement. Mais pendant cette phase, rien ne se passe jamais comme prévu. Parce que malheureusement pour mon petit bateau préféré, en 2023, l'industrie maritime est en crise totale.
Premièrement, je sais pas si vous êtes au courant, la pandémie. Entre 2020 et 2022, tous les chantiers ont pris 6 à 12 mois de retard à cause du Covid. Les chaînes d'approvisionnement se sont tout simplement effondrées. Des milliers d'ouvriers étaient absents. Deuxièmement, le prix de l'acier a explosé. Plus 40% entre 2020 et 2022. Les chantiers ont dû renégocier certains contrats ou absorber des surcoûts de dizaines de millions. Troisièmement, la guerre en Ukraine. Les blocs fabriqués en Roumanie ne pouvaient plus être transportés facilement à cause des perturbations en mer Noire. Et quatrièmement, et ça c'est le pire, Meyer-Werft, le chantier allemand historique, a frôlé la faillite. Tellement qu'en septembre 2024, le gouvernement allemand a dû intervenir. Il a racheté 80% du capital pour 400 millions d'euros et a accordé une garantie de crédit de 2,6 millions d'euros. Un des 5 seuls chantiers capables de construire ces géants était au bord du gouffre. Ça paraît rien dit comme ça, mais en réalité, la faillite de ce chantier aurait pu énormément retarder la construction du plus grand navire du monde. Parce que si Meyer Turku, la filiale finlandaise, avait coulé avec la maison mère allemande, l'Icon serait juste resté inachevé dans son bassin. 2 milliards de dollars jetés par la poubelle. Du coup, la pression sur les équipes est énorme. Parce qu'en plus, dans l'industrie maritime, les pénalités de retard sont insupportables. Si vous livrez un navire en retard, vous payez des centaines de milliers de dollars par jour. Les premières semaines de croisière ont déjà été planifiées plusieurs mois à l'avance et les croisiéristes les plus passionnés se sont rués sur les réservations et ont payé une fortune pour être sûrs d'avoir la première croisière. Ça veut dire que si le bateau est en retard, ces gens-là sont en retard. Ça décale tout et ça fait une super mauvaise publicité à la compagnie dès le lancement. Sur mes bateaux, j'ai déjà croisé des passagers qui avaient payé plus de 10 000 dollars pour être le premier sur le plus grand paquebot du monde. Et là, imaginez, on leur dit « Désolé, c'est reporté de 3 semaines ». C'est normal qu'ils soient furieux et ils vont le dire partout. Bref, c'est pourquoi les compagnies de croisière veulent leur bateau à la date prévue. Point. Résultat, les équipes travaillent 24 heures sur 24. Les tests s'enchaînent, les systèmes sont vérifiés un par un. Laura d'ailleurs m'a raconté. On est présent en permanence pendant les derniers mois. On fait des tests, on corrige, on refait des tests, jusqu'à ce que tout fonctionne parfaitement. Pendant ce temps, le parc aquatique avec ses 6 toboggans records est installé sur les ponts supérieurs. La patinoire sur 3 ponts, là où je travaille, est assemblée. Les 40 restaurants reçoivent peu à peu leur mobilier. Mais en juin 2023 arrive enfin le moment crucial, les essais en mer. J-170 avant la livraison. 450 spécialistes embarquent sur l'Icon. Ingénieurs, architectes navals, représentants de Royal Caribbean, inspecteurs des sociétés de classification. Comment tu flexes en soirée avec ce nom de poste en vrai? Pendant 4 jours, ils vont tester absolument tout. Les moteurs sont poussés à pleine puissance. Les 6 moteurs diesel à double carburant développent ensemble plus de 80 MW. C'est tout simplement l'équivalent d'une centrale électrique pour une ville moyenne. Les 3 azipodes, ces nacelles sous la coque qui peuvent pivoter à 360 degrés, sont testés dans toutes les configurations. Rien qu'à E3, ils arrivent à développer une puissance combinée de 112 000 chevaux. Ils testent aussi les arrêts d'urgence à 22 nœuds, soit 41 km/h, et les virages serrés pour mesurer le rayon de gyration. On sait jamais. Les stabilisateurs anti-roulis, ces ailerons hydrauliques qui réduisent de 80 à 90% le tangage, sont aussi testés. Parce que si le bateau bouge trop, les passagers vont être malades. Et personne ne paie 2 milliards pour un bateau qui donne le mal de mer. Les tests se passent bien. Quelques ajustements, mais rien de catastrophique. Retour au chantier, novembre 2023, J-10. Les essais finaux commencent. Cette fois, ce sont vraiment les derniers réglages. Laura vérifie que tous les systèmes de climatisation répondent correctement. Océane s'assure que les dernières soudures sont étanches. Les peintres font les petites retouches finales. Les 40 restaurants sont nettoyés. Les 2805 cabines sont inspectées une par une. Chaque ampoule, chaque robinet, chaque interrupteur est testé car tout doit être nickel. Du coup, imaginez, vous avez 2600 ouvriers qui ont bossé pendant 873 jours, des centaines de millions de pièces, des kilomètres de tuyaux et de câbles. Et il faut que tout fonctionne parfaitement. Parce que dans 10 jours, Royal Caribbean va prendre la livraison. Et si un seul système majeur ne marche pas, la livraison est repoussée avec des pénalités de centaines de milliers de dollars par jour. En vrai, j'imagine même pas le stress. Mais le 27 novembre 2023, tout est prêt. J-0, jour de livraison. 873 jours exactement après la découpe du premier acier. Les dirigeants de Royal Caribbean arrivent à Meyer Turku. Les ingénieurs du chantier ont sorti leurs meilleurs costumes. Les photographes sont là. Et vous savez très bien ce qui va se passer. C'est encore l'heure de célébrer!
Les clés symboliques sont remises, le chèque est signé, le drapeau du chantier est descendu, le drapeau de Royal Caribbean est tissé. L'Icon of the Sea n'appartient plus à Meyer Turku, il appartient désormais à Royal Caribbean International. Franchement, j'ai vu les images de la cérémonie. Certains ouvriers pleurent. Après presque 3 ans à bosser dessus, ils regardent partir leur gros bébé. Du coup, petite parenthèse temporelle, ce navire a été annoncé en 2016. Les premières esquisses, les premiers concepts, il a fallu 7 ans entre l'annonce et la livraison. 7 ans de conception, d'études, de construction. Et le 23 janvier 2024, Lionel Messi est officiellement nommé parrain du navire lors d'une cérémonie à Miami. Parce qu'évidemment, pour le plus grand navire du monde, il fallait la plus petite star mondiale. C'est bien connu, les gens de petite taille, ça porte chance. Puis le 27 janvier 2024, l'Icon of the Seas embarque ses 7600 premiers passagers pour son voyage inaugural. Moi, j'ai fait une croisière sur ce bateau quelques semaines après. Et quand j'ai posé le pied sur l'Icon pour la première fois, j'ai pas pensé à Océane, ni à Laura, aux 2600 ouvriers, aux 6 millions d'heures de travail. Mais maintenant, c'est sûr que j'y penserai. La cabine dans laquelle j'ai passé ces vacances incroyables est le résultat de 873 jours d'efforts. La patinoire, où j'aurai peut-être un jour l'occasion de travailler, a été assemblée en 3 blocs géants soudés ensemble. La climatisation, qui m'a gardé au frais, a été programmée par Laura pendant des mois. Les tuyaux dans les murs ont été installés par l'équipe d'Océane. En vrai, ce navire, c'est pas juste un navire. C'est 873 jours de travail acharné qui voguent sur l'océan. Du coup, pendant que je patine sur ces géants des mers, quelque part en Finlande, en France, en Allemagne ou en Italie, des milliers d'ouvriers sont en train de souder les blocs du prochain navire. Et dans 873 jours, un autre paquebot flottera pour la première fois. Avec dedans peut-être une autre patineuse qui vivra 203 jours par an dans une cabine de 6 mètres carrés, sans savoir qu'elle a été construite en 30 minutes dans une usine en Finlande. D'ailleurs, cette croisière, j'en ai fait une vidéo. Alors si tu veux voir à quoi ressemblent des vacances sur le plus gros navire de croisière du monde, t'as juste à cliquer sur cette vidéo.